Dans l'actualité de ce lundi, les pêcheurs de Thiaroye ont repris l'activité en mer. Beaucoup sont désormais guéris de la maladie, mais le mystère de la cause n'est pas encore percé. Les recherches orientées vers les filets, pas une piste sérieuse selon eux. Ils demandent une enquête plus approfondie pour déterminer le mal. Retour à la case départ pour 17 jeunes candidats à l'immigration clandestine. Ils ont atterri ce matin à l'AIBD. Dans le même temps, des ONG alertent sur les règles et conventions signées entre l'Espagne et le Sénégal. Attention, tous les Sénégalais en Espagne ne doivent pas pâtir des refoulements automatiques de migrants actés par la justice espagnole. La situation actuelle ne doit pas créer la confusion. On vous explique tout dans cette édition. L'actualité de ce lundi, c'est aussi le début de la campagne de commercialisation arachidière. Ça y est, les ventes sont ouvertes. Pas encore la grande affluence dans les points de collecte. Nous ferons le point à Kolda, où le ministre de l'Agriculture était en visite. Selon lui, l'objectif est de créer de la valeur ajoutée dans le monde rural avec le nouveau prix de vente du kilogramme de l'arachide. Les pêcheurs de Thiaroye ont retrouvé le sourire, la sérénité est de retour après l'apparition de la maladie cutanée non identifiée toujours. Orienter les recherches sur les filets pour déterminer la cause, les pêcheurs ne donnent pas du crédit à cette recommandation du Centre régional de recherche en écotoxicologie et sécurité environnementale. Ils réclament en revanche une enquête approfondie pour déterminer le mal. Habib Faye, Modou Diop. Tout au long du littoral de Thiaroye-sur-Mer sont assis des pêcheurs réfectionnant leurs filets. C'est la reprise des activités économiques après un stand-by observé à cause de cette maladie inconnue qui a causé des dégâts chez eux. Ils refutent la thèse d'une contamination annoncée par le gouvernement. C'est impossible que les filets transmettent de la maladie. Il faut demander aux pêcheurs, c'est mieux de dire des contre-vérités. Nous nous activons dans la pêche depuis notre naissance. Personne ne peut nous interdire d'aller en haute mer car c'est notre gagne-pain. Ils campent toujours sur leur position. Un produit toxique est déversé dans la mer. Ils ont déversé un produit dans la mer et refusent de l'admettre. Il n'est pas facile de voir une maladie se développer dans l'eau de la mer, occasionnant comme conséquence la mévente des produits halieutiques. Impossible de voir un acheteur. Tout le monde croit à cette spéculation. Ils pensent qu'ils seront contaminés en mangeant des poissons. Toutefois, ils réclament l'ouverture d'une enquête et des sanctions, et surtout une stricte surveillance des côtes sénégalaises. Cela mérite vraiment l'ouverture d'une enquête. Nous n'épargnons pas les bateaux étrangers. Notre principale source de problème, la mer d'hier, est diamétralement opposée à celle d'aujourd'hui. Si c'était vrai, si c'était avéré, vous allez voir les poissons flotter. Non, ce n'est pas les filets. Ce n'est pas les filets. Ça, c'est dû à une mauvaise communication seulement. Je ne le crois pas. Thiaroye-sur-Mer ne peut plus rester les bras croisés au bord de la mer. La pêche, l'activité principale de ses habitants, a repris. Les pêcheurs vont en mer pour subvenir à leurs besoins. Cependant, ils invitent l'État à adopter de nouvelles stratégies pour le développement de ce secteur. Merci Habib. Eux lancent des balises de détresse, les insuffisants rénaux du Sénégal. Ils l'affirment, les kits de dialyse sont en rupture. Vous allez le voir, la situation provoque la panique chez les malades. Mamadou Fall et Diafaraba. Son récit est glaçant. La mort, une certitude sur rien n'est fait. Les insuffisants rénaux sont dans le désarroi. Ils risquent de ne plus faire de séances si vitales pour eux. Les normes, c'est de faire 3 séances de dialyse par semaine. Mais actuellement, on nous propose de réduire les séances faute d'économiser le peu de stock de kits et de matériel de dialyse qui nous reste. Et ce qui est mauvais et néfaste pour notre santé. Et c'est ça que nous déplorons. Il y a presque 2 mois, les centres publics ne peuvent plus nous assurer nos 3 séances de dialyse. Et c'est les 3 séances de dialyse qui sont les normes internationales. Il lance un appel au président de la République pour une réaction immédiate malgré les efforts consentis pour la prise en charge. Le problème qui se pose, c'est la mise en œuvre du programme de gratuité de dialyse. Parce que ceux qui gèrent la dialyse actuellement
Moi, je dirais même que ce qu'ils font là, c'est du sabotage. Parce qu'on ne peut pas investir presque moins de 8 milliards pour un programme de gratuité de la dialyse. On vient à l'hôpital, on te dit qu'on ne peut pas trouver des compresses ou bien des sérums salés ou bien ça nous manque aujourd'hui du Bicar. Et si c'était un hôpital, on pourrait comprendre. Mais actuellement, la situation dans le pays, tous les centres de dialyse publics sont rouges. Nous sollicitons le chef de l'État d'intervenir pour régler cette situation le plus rapidement possible. Très peinés, les insuffisants rénaux voient un lendemain très sombre à cause d'une probable rupture des kits de dialyse dans tous les centres du Sénégal. Merci Mamadou. Tout autre chose à présent, après une longue absence, comment se déroule la reprise des cours pour les élèves en classe d'intermédiaire? Dans certains établissements, presque 2 semaines après la rentrée des classes, l'heure est toujours à la mise à niveau. D'autres optent pour des cours de renforcement en dehors des heures de cours habituelles. La méthode n'est pas toujours la même selon les établissements. Reportage Aminata Baresso et Gervais Yaro. Dans cet établissement, les apprentissages ont repris. 2 semaines après la rentrée officielle, l'accent est plutôt mis sur les programmes inachevés de l'année passée. Il s'agit tout simplement de reprendre les grands points, n'est-ce pas, de l'année dernière, du programme, les grands points du programme, de les consolider avec les élèves avant d'entamer le programme de cette année. Bon, la 6e, peut-être, ils viennent juste de commencer, mais de la 5e à la 3e quand même, on va essayer de voir les grands points du programme qui n'étaient pas abordés l'année dernière. On va essayer de les revoir cette année et ce sera sanctionné par un test d'ailleurs, n'est-ce pas, qui nous permettra de commencer le programme de cette année. Les stratégies diffèrent d'une école à une autre. Dans ce collège, par exemple, des cours de renforcement sont prévus. On fait comme on avait l'habitude de faire. C'est vrai que pour le moment, les professeurs reconnaissent qu'il faut des cours de renforcement et on va s'y atteler. Il y a des professeurs qui ont déjà programmé les samedis matins et les mercredis après-midi. Pour assurer la continuité des apprentissages et permettre aux élèves de terminer le programme de l'année scolaire 2019-2020, les établissements s'organisent suivant leurs effectifs, mais aussi la disponibilité du corps enseignant, des apprentissages fortement affectés après 8 mois sans cours. Minata, et puis ce cri d'alerte des enseignants de Ziguinchor. L'État ne donne pas les gages d'une année scolaire apaisée selon ces enseignants, membres de l'UDEN. Le secrétaire général de l'Union démocratique des enseignants et enseignants du Sénégal était en tournée dans le sud. Boubacar Diassi et Lamine Mantiang. L'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal ne saurait garantir à l'État une année scolaire apaisée car des actes de nature à encourager une année plutôt perturbée commencent à être posés, y compris par certains ministres de la République. Donc l'UDEN a déjà donné son avis pour dire, alerter, et nous avons déposé lundi passé sur la table du ministre les recommandations de l'UDEN pour une année apaisée. Voilà ce qu'il faut faire, parce que les efforts commencent par la discussion. Et il nous a conviés à des rencontres. Et toutes les questions qui découlent sur le département ont vu les lignes bouger. Mais ce qui nous fait mal, c'est que le ministre des Finances, le ministre du Budget et à la limite même le ministre des Sports sont abonnés absents. Ils n'ont jamais mis les pieds pendant ces rencontres-là. Or, c'est des questions qui dépendent d'eux. Pratiquement toutes les questions ont incidence financière. Mais s'ils ne viennent pas, ça veut dire qu'on ne pourra pas avancer. La vérité, c'est qu'il y a des ministres qui font des efforts et des ministres qui ne considèrent pas les enseignants. On a comme l'impression qu'il y a un manque de volonté. À la tête d'une délégation nationale, le secrétaire général de l'UDEN effectue une visite de 8 jours dans la région de Ziguinchor. Abdourahmane Gueye a ainsi présidé plusieurs assemblées générales ordinaires pour recueillir les préoccupations des enseignants à la base. Il en ressort qu'après le décès de certains enseignants, leurs héritiers tardent à accéder à leurs dû à cause des lenteurs administratives. Et quand vous rendez service à la nation, vous perdez votre vie. Mais c'est un droit que votre famille héritière soit indemnisée. Tout ça découle des conséquences des lenteurs administratives. Je crois que même la morale, l'éthique ne pourrait pas accepter que quelqu'un vous rende service et au courant de ce service, qu'il perde sa vie et que sa progéniture soit laissée en rade. Le secrétaire général national de l'UDEN a aussi visité à Kantène un site de plus de 200 parcelles destinées aux jeunes enseignants.
Merci Boubacar. Ils étaient en partance pour l'Espagne. Les voilà rapatriés de la Mauritanie. 17 jeunes candidats à l'immigration clandestine ont atterri ce matin à l'aéroport Blaise Diagne. L'annonce est du député de la diaspora, Aboubakry Diallo, qui a lui-même effectué le voyage avec ces jeunes. Selon lui, ces jeunes ont été trompés par des passeurs qui les ont abandonnés en pleine mer. Aboubakry Diallo est avec Alassane Ba et Mohamed Jang. J'étais parti rendre visite à un ami. J'ai fait 2 jours là-bas. Je suis revenu ce matin, à 8h du matin. J'ai embarqué à 7h. Mais à ma grande surprise, quand je suis venu à l'aéroport, j'ai vu beaucoup de jeunes avec des femmes. Au début, je croyais que c'était une équipe de basketball parce qu'ils avaient tous la même tenue. Mais après avoir un peu échangé avec eux, je me suis rendu compte que c'était des jeunes qui avaient fait ce qu'on appelle l'immigration irrégulière. Alors ils étaient partis en haute mer, on les a trompés quelque part et on les a jetés dans une rive. J'ai pu échanger avec l'un d'entre eux, mais dès qu'il a commencé à parler, il a commencé à pleurer. Il me dit que c'est parce que ses parents sont là, il ne peut rien faire pour eux. Et puis il a ses amis qui ont pu construire des maisons et autres, qui ont voyagé. Mais ça m'a vraiment fait tiquer parce que voir 17 jeunes, vous voyez, avec une fille qui prennent ces risques-là, où on dit 90% des chances vous allez rester en mer, prendre ce risque-là, je crois que quand même on doit faire des efforts. Et je dis souvent que les responsabilités sont partagées. Elles sont partagées entre les parents et l'État. Ils sont très, très bien arrivés, ils ont débarqué avec moi. J'ai vu qu'il y a l'OIM qui les a un peu appuyés et l'ambassade qui avait son conseiller technique numéro 1 qui était là-bas. À la case départ pour des Sénégalais en situation irrégulière en Espagne. Des migrants sénégalais arrivés récemment en Espagne seront renvoyés au Sénégal. L'annonce du chef de la diplomatie espagnole n'a pas surpris les ONG sénégalaises. Selon elle, tous les Sénégalais en Espagne ne doivent pas pâtir de cette décision. Reportage Fat Bintou Conté et Gervais Yao. Ils seront tous rapatriés, les migrants sénégalais en Espagne. C'est l'annonce faite par le ministre espagnol des Affaires étrangères. Une révélation qui ne surprend guère certaines ONG sénégalaises œuvrant pour le droit des migrants. L'Espagne traverse une situation assez difficile pour pouvoir recevoir autant d'émigrés. Donc c'était une évidence qu'ils allaient rapatrier et ils vont beaucoup rapatrier. Ça, on l'a dit à travers les médias et on le répète. Et c'est ce qui vient de confirmer le ministre des Affaires étrangères espagnol. Le Conseil européen s'est réuni il y a 10 jours pour parler pour demander aux autres pays, aux pays européens de rapatrier tous les migrants en situation irrégulière sous prétexte de lutter contre le populisme. Voilà le prétexte pour lutter contre le populisme. Horizon sans frontières estime que c'est une violation des droits humains et de rapatriement et doute d'ailleurs de son efficacité. Notre position ne change pas. Seulement, le rapatriement risque de ne pas être efficace. Aujourd'hui, pour lutter contre l'immigration clandestine, ce n'est pas le rapatriement des migrants qui est la solution efficace. D'ailleurs, Souleymane Diallo de l'association Otra Africa a bien peur que cette convention englobe des non-dits et que tous les Sénégalais en situation irrégulière soient rapatriés une bonne fois pour toutes. Quand on parle de situation irrégulière, de qui nous sommes en train de parler et de quel contexte nous sommes en train de parler, si ça se limite à cette nouvelle vague, c'est compréhensif, mais par contre, si ça touche les autres compatriotes qui étaient là-bas, ça fait un moment et qui sont dans le processus d'intégration, ce serait vraiment déplorable. En tout état de cause, la sensibilisation doit être renforcée pour que la jeunesse arrête de se lancer dans cette aventure périlleuse et dangereuse, comme le suggère Horizon sans frontières. Fat Bintou, dans tous les cas, le changement d'approche pour offrir aux jeunes un mieux-être au Sénégal est évident. La mise en œuvre des politiques de développement pour les jeunes n'est pas toujours des meilleures. Une agence comme le PRODAC, le programme des domaines agricoles communautaires, reconnaît d'ailleurs ses faiblesses dans la mise en œuvre. Quid de l'implication des présidents de conseils régionaux et départementaux de la jeunesse? L'ADER et le PRODAC ont organisé ce matin une rencontre de sensibilisation sur l'immigration clandestine, rencontre présidée par le gouverneur de Dakar. Maïmouna Ndiaye, Gervais Yao. Ils
ont parlé à cœur ouvert devant les responsables des politiques publiques de l'État. Ces présidents de conseils régionaux et départementaux dénoncent l'inaccessibilité des structures dédiées à la jeunesse. Les courriers si j'ose dire, qu'on introduit au niveau en tout cas de ces organisations-là sont classés sans suite. C'est-à-dire que si on consulte les personnes, en tout cas les personnes en tout cas habilitées à prendre des décisions ou à parler au nom en tout cas de la jeunesse de leur localité, ils seront en mesure en tout cas de donner la cartographie et de donner les chiffres exacts au niveau de leur localité. À l'heure où l'on parle de sensibilisation sur l'immigration irrégulière, ces jeunes veulent jouer pleinement leur rôle. La sensibilisation ne doit pas se faire simplement dans un côté. Si on prend l'exemple des industries chimiques du Sénégal, avec une capacité de 1500 emplois directs et 2000 emplois indirects, aujourd'hui c'est entre les mains des étrangers. Moi, je pense que ce sont ces genres de questions qu'on doit régler. La réponse de l'État. Nous avons en tout cas péché dans la mise en œuvre, il faut le reconnaître, mais vous dire que nous avons reçu instruction et depuis quelque temps, nous nous sommes engagés résolument à travailler, à accélérer le rythme d'exécution de nos actes. Nous revenons tout de suite là, quand je vous parle de Podor, mon équipe et moi, où nous avons passé ce week-end pour rencontrer des jeunes candidats au départ ou de retour, ou potentiels candidats au départ, avec qui nous avons scellé un partenariat avec le président du conseil départemental de Podor, l'ancien directeur général de la SDE, et pas mal pour une enveloppe d'environ 100 millions pour le conseil départemental et 150 millions en partenariat avec la BNDE, avec Babamal, pour exploiter plus de 50 hectares. Ce CRD n'est qu'un début d'un long processus, affirme le gouverneur de Dakar. Des solutions urgentes sont attendues pour stopper le phénomène de l'immigration clandestine. Merci Maïmouna. Venons-en à cette enquête démographique et de santé de l'ANSD qui révèle que les Sénégalais font de moins en moins d'enfants. Nombreux sont ceux qui admettent que cette étude est plausible vu la conjoncture. Dans le milieu urbain, une nette baisse de la natalité est constatée. Quelles en sont les raisons? Vous êtes nombreux également à évoquer la pauvreté. Cheikh Diop et Mohamed Jag. Le constat est fait au Sénégal, les couples font moins d'enfants comparé aux années précédentes. Une limitation des naissances confirmée dans le rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Ces citoyens rencontrés évoquent comme conséquence la pauvreté qui sévit dans notre pays. Actuellement, s'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail, tu ne peux pas avoir une femme parce que la vie devient de plus en plus très difficile. Donc on vaut mieux de s'abstenir pour ne pas avoir beaucoup d'enfants. lu jaadu la suñu yaay dañ doon am juróom-ñeenti doom ñun ñu ñëw di am juróom benn te taxul ba tey ñu mën a gérer suñu njaboot. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance baissière. Cette pratique est fréquente dans la capitale sénégalaise, ce qui fait dire à certains qu'il s'agit d'un changement de mentalité. Je pense qu'il y a quelques années, 2 ou 3 ans de cela, ou bien 4 ans de cela, il y avait une forte tendance de femmes intellectuelles qui ne se mariaient pas tôt, ou d'hommes intellectuels qui ne se mariaient pas tôt, mais à la recherche des diplômes et à la recherche du travail. Mais je pense qu'auparavant, il n'y avait pas cette tendance-là. Les gens pouvaient aller à l'école se marier, à l'école coranique ou bien à l'école française. Ils se mariaient en même temps continuer les études ou bien chercher du travail, se marier, faire des enfants et ensuite continuer à étudier, continuer à chercher des diplômes. Au fil des années, la mortalité infantile a beaucoup baissé, mais certains couples optent au même moment pour la planification familiale. Donc il faudrait qu'on puisse au moins permettre aux gens de pouvoir au moins respecter quand même ces étapes. Mais quand même enfanter, même pas 1 an, avoir une autre grossesse. Donc ça aussi, ce sont des problématiques que nous avons actuellement. La règle est clairement définie pour certains Sénégalais, moins de monde dans la famille pour une meilleure prise en charge des enfants, dans un contexte où l'éducation coûte de plus en plus cher.
Merci beaucoup, cher. L'autre grand titre de cette édition, c'est aussi le début de la campagne de commercialisation arachidière. Vous le savez, cette année, les opérateurs semenciers et huiliers achètent l'arachide à 250 francs CFA. Dans beaucoup de points de collecte, ce n'est pas encore la ruée normale. Nous en sommes qu'au premier jour. Le ministre Moussa Baldé était à Kolda. Selon lui, en augmentant le prix de l'arachide, le chef de l'État veut créer de la valeur ajoutée dans le monde rural. Voici le ministre avec notre équipe à Kolda. Merci beaucoup. Je pense que ça aussi c'est une décision historique. Le président Macky Sall, il avait trouvé le kilogramme d'arachide aux alentours de 175 francs. Aujourd'hui, il l'a porté à 250 francs. C'est une augmentation de 40 francs par rapport à l'année dernière. Jamais il y a eu autant une si grande augmentation, une augmentation si importante du prix du kilogramme d'arachide. Donc, je pense que, encore une fois, il vient de prouver son attachement pour le monde rural, sa volonté d'avoir un développement inclusif qui inclut l'ensemble du Sénégal. C'est pas pour rien qu'il a fait le PIDC, c'est pas pour rien qu'il a fait le piment, et c'est pas pour rien qu'il soutient autant l'agriculture sénégalaise. Il avait augmenté notre budget au début de l'année, au début de cet hivernage, de plus de 50%, et il vient d'augmenter le prix du kilogramme d'arachide de presque 20%. Donc je pense que le monde rural va lui rendre cette monnaie-là. Le gouvernement face à la presse, désormais un rendez-vous quinzomadaire entre le gouvernement et les médias. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de communication du gouvernement. Le nouveau porte-parole du gouvernement, le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, Oumar Gueye, et plusieurs de ses collègues, dont Antoine Diome, le nouveau ministre de l'Intérieur, vont animer demain, mardi, une conférence de presse, puisqu'on parle de stratégie de communication. L'objectif est-il de régir le débat public où ce nouveau rendez-vous sera un exercice de transparence? On en saura plus demain mardi à 10h au building administratif. Allons maintenant à Thiès, à Soun Serer, dans la commune de Keur Moussa. L'accès à l'eau est très difficile pour les habitants de 9 villages. Là-bas, ils ont exprimé leur frustration à travers une manifestation. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. La population de la zone sud de Keur Moussa n'a pas accès à l'eau potable. Et pourtant, le PK4, c'est-à-dire la conduite qui alimente l'aéroport international Blaise Diagne, traverse la zone sud du nord au sud pour alimenter l'aéroport international Blaise Diagne. Le KMS 3, Keur Momar Sarr numéro 3, traverse la zone sud de l'est à l'ouest pour relier Dakar. Et alors, la population n'a pas d'eau. Nous avions un forage. Le forage est en panne depuis 2018. Ça fait 2 ans. Qu'est-ce qu'ils ont préféré faire? Négocier avec CNO. Au lieu de dégager carrément le comité de gestion qui était là et que CNO hérite du service de l'eau, ils ont préféré confirmer le comité de gestion qui a eu une dette de 9 millions. Il y a une sous-traitance entre CNO et le comité de gestion, alors qu'il n'y a plus de forage. Le comité de gestion gère un forage, il n'y a plus de forage. Donc ce comité doit être dissous. C'est une faute de gestion. La population a payé leurs factures. La population n'a aucun sou à donner au comité de gestion. Notre problème, ce n'est pas la disponibilité de l'eau. Nous avons posé un problème structurel, c'est-à-dire dégager carrément le comité de gestion et confier la gestion ou l'approvisionnement en eau de cette zone à CNO. Parlons maintenant des manœuvres nationales militaires dénommées Falémé 2020 qui se poursuivent dans la zone orientale, Tambacounda, Kédougou, et concernant la gendarmerie nationale, elle a mobilisé 600 hommes, 212 véhicules, des motos et des avions. Suivons là-dessus le lieutenant-colonel David Kogila Mané, le commandant de la Légion de gendarmerie zone Est, qui faisait face à la presse avec notre équipe à Tambacounda. dañu bokk ci manœuvre bi ñu tudd bu tudd Falémé 2020 donc pour manœuvre boobu déjà manœuvre bi 2 phases la première phase bi moom la ñu tàmbalee le 19 deuxième phase bi suba lay tàmbali ensuite jeex le 26 novembre donc moyens ñu utiliser
mooy utiliser nañu lu toll ni 112 oto am nañu tamit ay moto 10 moto yu ñu utiliser ak suñu roplaan yu ndaw yi mais tamit utiliser nañ ko ci manœuvre bi. Donc, lieutenant-colonel David Kouyila qui s'exprimait en Wolof, vous l'avez entendu dans notre précédente édition. Et retenez justement à propos de l'armée que le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, présidera demain mardi la première édition de la journée de solidarité des Forces armées. Cette première édition sera axée sur le thème Fraternité et solidarité dans les armées, hommage aux militaires blessés et invalides. L'objectif est de revivifier la cohésion ainsi que l'esprit de solidarité à l'égard des frères d'armes. Et puis fenêtre sur le monde, dans l'actualité internationale, le Burkina Faso, où la conférence des candidats de l'opposition affirme avoir constaté des insuffisances massives sur le terrain et la mauvaise organisation du vote, les grandes manifestations politiques dans toute la Guinée interdites par le gouvernement jusqu'à nouvel ordre, et puis le décès de l'ancien chef de l'État mauritanien Sidi Ould Cheikh Abdullahi, décédé la nuit dernière. Daniel Diouf. La mise en garde de l'opposition au Burkina Faso au lendemain des législatives et de la présidentielle de ce dimanche. Une mise en garde qui survient alors que la Commission électorale nationale indépendante a commencé à publier des résultats issus des centres de compilation au niveau des communes. La conférence des candidats de l'opposition qui rassemble 7 candidats dénonce la faillite de la CENI dans une déclaration lue à la presse. Elle affirme avoir constaté des insuffisances massives sur le terrain et la mauvaise organisation du vote. Les signataires n'accepteront pas des résultats entachés d'irrégularités, précise l'opposition. Les grandes manifestations politiques dans toute la Guinée interdites par le gouvernement jusqu'à nouvel ordre. Les autorités évoquent la Covid-19. Le porte-parole du gouvernement parle d'une mesure exceptionnelle justifiée par l'état d'urgence instauré officiellement pour combattre la pandémie. L'opposition dénonce une instrumentalisation de la pandémie pour faire taire les adversaires du président Alpha Condé. La mesure intervient après l'appel de l'opposition à manifester mercredi prochain contre ce qu'elle appelle un hold-up électoral et l'arrestation de plusieurs de ses leaders après l'élection. L'ancien chef de l'État mauritanien Sidi Ould Cheikh Abdullahi est décédé dans la nuit dernière dans une clinique de la capitale, Nouakchott, après une longue maladie. Il fut le premier président de la Mauritanie démocratiquement élu en 2007, puis renversé par un putsch l'année suivante. Un deuil national de 3 jours est observé à compter de ce lundi sur l'ensemble du territoire. Et puis en mode culture, avec la Camerounaise Djaïli Amadi Amal, finaliste du Goncourt, ce prestigieux prix littéraire français pour son ouvrage Les Impatientes, un ouvrage qui explore les dessous des mariages forcés et de la polygamie. Les Impatientes donnent la parole à 3 femmes peules à qui l'on ne cesse de demander patience pour leur faire accepter leur destin. Djaïli Amadou Amal est née dans la région camerounaise de Maroua, dans l'extrême nord du pays, d'une mère égyptienne et d'un père camerounais. Djaïli Amadou Amal a été mariée à l'âge de 17 ans à un quinquagénaire qu'elle ne connaissait pas. Elle parvient 5 ans plus tard et, dans la difficulté, à divorcer. 10 ans plus tard, elle se remarie, mais est victime de violences conjugales. En 2012, elle crée l'association Femmes du Sahel qui œuvre en faveur de l'éducation des filles de la région. Merci Daniel. En sport, c'est la sensation du jour. Ahmad Ahmad, le président de la CAF, suspendu pour 5 ans par la FIFA. Le Malgache est accusé de détournement de fonds. Il lui est désormais interdit d'exercer toute activité liée au football. Mamadou Fall. Dure nouvelle pour le Malgache qui était à la tête de la CAF. Ahmed vient d'être suspendu pour 5 ans par la FIFA. Le président sortant de l'instance dirigeante du football africain a été condamné à l'interdiction d'exercer toute activité relative au football pour 60 mois par la chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante de la FIFA. Il est accusé de détournement de fonds. La FIFA vient de publier un communiqué pour aviser l'opinion mondiale. Il est jugé coupable d'avoir enfreint les articles 15, devoir de loyauté, 20, acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages, et 25, abus de pouvoir de l'édition 2020 du Code d'éthique de la FIFA, ainsi que l'article 28, détournement de fonds de son édition 2018, des révélations faites par la FIFA.
Une enquête sur Ahmed Ahmed entre 2017 et 2019 qui a porté sur diverses questions liées à la gouvernance de la CAF, dont l'organisation et le financement d'un pèlerinage à la Mecque. Ses accointances avec l'entreprise d'équipement sportif Tactical Steel et d'autres activités, un manque de loyauté notoire. Il devra cependant verser une amende de 200 000 francs suisses, soit 185 000 euros, plus de 121 millions de francs CFA. Sinon, je casse votre caméra, franchement. Sportif toujours, Sadio Mané nommé pour le titre de meilleur joueur de l'année 2020 de Globe Soccer Awards. Des réformes en vue à la Fédération sénégalaise de basketball. Le comité directeur compte supprimer la limitation des mandats du président de l'instance. Dans le même temps, l'équipe nationale de basket du Sénégal qui entame sa préparation des éliminatoires de l'Afro-Basket 2021 au Rwanda. Le round-up de l'Actu Sport avec Cher Sadibou Diarra. Du basketball pour démarrer. Au Kigali Arena, les Lions déjà présents au Rwanda ont effectué la première séance d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal en vue des éliminatoires de l'Afro-Basket 2021. Ils étaient au nombre de 3. Les meneurs de jeu Louis Adams et Alkali Ndour, l'ailier Makhtar Gueye, sous les ordres du sélectionneur Boniface Ndong et son staff pendant 1h30 minutes. Le reste du groupe où Amar Silla remplace Mohamed Faye blessé est attendu à Kigali ce lundi. Ces lions seront soumis au test Covid-19 et placés à l'isolement dans l'attente des résultats, nous annonce l'envoyé spécial du groupe Futur Média, Morba Signa. Le Sénégal joue son premier match ce 25 novembre face au Kenya. Toujours en basketball, le comité directeur de la Fédération sénégalaise de la discipline prépare des réformes. Parmi elles, la suppression du cumul de fonctions de président de club et de président de la fédération et la limitation des mandats du président de l'instance dirigeante. Des larges concertations vont être menées dans ce sens par Maître Babacar Ndiaye. Les décisions définitives seront révélées lors de l'Assemblée générale d'information prévue le 26 décembre prochain. En football, la Guinée décroche sa place en demi-finale du tournoi de l'IFOA des moins de 20 ans. Elle a signé sa deuxième victoire en 2 sorties dans le groupe B en dominant le Mali 3-1. La Guinée-Bissau qui joue en ce moment a de grandes chances de l'accompagner en cas de victoire face à la Mauritanie. La succession du Mali champion d'Afrique en titre est ouverte. Sadio Mané est lui nommé pour le titre de meilleur joueur de l'année de Globe Soccer Awards. L'international sénégalais est le seul Africain en lice face à Benzema, Marquinhos, Cristiano Ronaldo, Messi, Gnabry et Lewandowski. Le successeur de Cristiano Ronaldo sera connu le 27 décembre prochain à Dubaï. En attendant, la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage a un nouveau président. Maguette Fatim Dieye est élu avec 28 voix contre 7 pour Sidi Fall. Il remplace Dr Mohamed Diop. Merci cher, c'est la fin de cette édition, merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'Info avec vous Aram Touré. Vous recevez ce soir monsieur Louis Lamotte, c'est à vous. C'est bien ça.